Il est 18h tapante. La ponctualité est la politesse des rois, dira Carlos Ferrand. Et tout de suite, on est prévenu. Carlos Ferrand a quitté l'espagnol pour le français, une Amérique pour une autre, comme on quitte une femme pour une autre, emportant avec nous les vestiges et blessures d'un autre temps qui ressurgit dans la façon dont on sert le premier café ou dont on place nos oreilles. Il y a des gens qui, en vous ouvrant leurs portes, vous ouvrent leur vie, des vies plurielles dont plusieurs sont encore dans les cartons. Au cœur de la mémoire, il y aura donc la question du départ, puis, plus tard, celle du retour. Le point de départ, c'est chez lui, toujours la vie et jamais le cinéma. Sur les sentiers, à plusieurs reprises, Carlos Ferrand fait demi-tour et revient, à la recherche du passé et de ce qui lui a échappé. Il faut qu'il soit possible de se perdre et de revenir là où on s'est perdu. Carlos filme dans le présent, au moment même où le passé défile. Le passé a le visage des gens croisés, des baisers échangés, des paysages où l'on s'est couché. Et alors, on peut l'entendre demander « Tu te souviens de moi ?» Et alors, chacun superpose au visage de l'homme vieilli celle du gamin qu'il a été. Les vies se chevauchent. Des gens ont des souvenirs que l'on n'a pas, et Fortunata a veillé sur ce que l'on a oublié. Des photographies qui disent ce que l'on a été. Ce sont des images qui jusqu'ici étaient demeurées hors récit. Que fera-t-on de ce qui avait été jusqu'ici retranché? Que fera-t-on des histoires que l'on ne peut effacer? Celles que l'on doit collectivement assumer? Que fera-t-on de cette caméra et de ces cadres sur la mort, la souffrance et les injustices? Carlos Ferrand filme ce sur quoi l'œil se ferme. Il cinématographie l'invisibilisé. Carlos Ferrand a dit « J'ai quitté Lima le jour où j'ai compris qu'il y avait trop à faire. Et de temps en temps encore, il habite une de ses plaies. » Il y a chez Carlos Ferrand une forme d'universalisme qui, déjà lorsqu'il est tout petit, le fait quitter l'aisance de la maison de Lima pour retrouver la cuisine, là où se cachent les gens les plus intéressants. Carlos Ferrand renonce à sa classe pour se rapprocher du peuple, puis cet exil intérieur se prolonge. Il veut le faire parler, le chasseur d'ombre. Carlos Ferrand poursuit les mémoires noires des territoires et brise le silence. Carlos Ferrand veut nous réapprendre à parler. Il filme les vies que l'on partage, des voisins d'histoire et de territoire. On vient toujours accompagner. Carlos Ferrand a lui des vies cachées dans chacun de ses livres et dans sa bibliothèque, on peut voir déborder des pages des éclats des vies de Carlos Ferrand qui demandent « Qui suis-je ? De quelles identités sommes-nous habillés ? Et lesquelles nous ont été imposées ?» C'est finalement une invitation à prolonger la conversation. Son appareil nous arrête, c'est une prise sur la réalité. J'ai peur qu'un jour, il m'arrive d'avoir peur de vivre. Ce sera une émission qui finit bien, par une forme de transe que nous vous aurons procurée. Le dernier plan sera flou et soudain, vous n'aurez plus peur de l'incertitude de la vie. Americano, réalisé en 2007. J'avais 20 ans quand je me suis perdu en explorant les montagnes de Machu Picchu. J'ai failli y rester. Les Indiens qui m'ont sauvé la vie ont chanté cette chanson. A las orillas del Urubamba, a las orillas del Urubamba, grave tu nombre sobre la arena, grave tu nombre sobre la arena. Vino la ola y lo borró todo, vino la ola y lo borró todo, y de tu nombre no quedó nada, y de tu nombre no quedó nada. Ceux qui m'ont sauvé sont disparus dans le brouillard sans me laisser leur nom. Mais je n'oublierai jamais qu'ils m'ont traité comme si je faisais partie de leur famille. Ah oui, oui. Je me suis jamais
ni positionné, ni considéré, ni présenté comme un auteur. Moi, je suis immigrant, je suis artisan, je suis cinéaste. J'ai fait beaucoup de corpos au début et j'ai adoré faire des corpos. J'ai beaucoup aimé travailler pour d'autres gens. C'est un grand soulagement de ne pas être réalisateur toujours. Je fais la caméra, je suis directeur photo. Se mettre au service de quelqu'un d'autre, c'est formidable. Et donc, la vérité, c'est que j'aime le plus, c'est l'artisanat du cinéma. C'est quand on met tous les morceaux ensemble. La prise, le mix sonore à la fin, c'est une merveille. Comment naît une idée? Je ne sais pas comment naît une idée. Et les idées viennent de la vie, des lectures, des gens qui... Chaque fois, c'est quelque chose de différent. J'ai souvent l'impression de marcher à reculons et passer par une porte et être à l'intérieur d'une chambre sans avoir voulu y aller. Et là, je me retourne et je dis, ah, dis donc, là, je suis dans cette chambre-ci. Mais ce n'est pas comme si j'avais voulu entrer dans cette chambre-là, ou si j'avais décidé, ou que si j'avais calculé. Il n'y a pas d'intention, de ma part. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de calculer, de penser, de prévoir et de faire l'intuition. Je ne suis pas de ce genre-là. Ce qui ne veut pas dire que la mienne est la seule façon, ni la meilleure. C'est juste ma façon. Les choses s'imposent. Avec les films aussi. Pour moi, c'est une très mauvaise idée de mettre le concept devant le film. Il y a une idée générale et puis les idées commencent à jaillir des gens, des lectures, des envies, on ne sait pas d'où. C'est très très difficile de décrire la naissance d'une passion, non? Elle naît comme ça, peu à peu elle prend corps. Par exemple, le film que j'essaie de faire sur Walter Benjamin, moi j'ai aimé Walter Benjamin avant de le lire. Je le trouvais sympa. Il fumait du hashish, il était cool, je sais pas. Et puis les nazis le poursuivaient. Et tu sais, c'était un homme qui s'intéressait à tout. Et à chaque fois que j'essayais de le lire, je comprenais rien. Alors je l'abandonnais pendant 3 ans, 4 ans. Et ça m'a pris comme 40 ans de vraiment être happé par sa pensée. Mais ça a été très très long, c'est un processus très 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 long. Et... Par contre, une chose que je peux vous dire, c'est que une des parties les plus merveilleuses de faire des films, c'est d'essayer de faire des films. C'est la recherche. C'est le moment où on ne sait pas et le moment où on apprend. L'émotion de découvrir une idée. Il y a une seconde avant, on ne savait pas quelque chose et tout d'un coup, un livre ou quelqu'un ou une expérience vous met face à quelque chose que vous ne connaissiez pas. Ça c'est fantastique. Ça, c'est merveilleux. C'est pour ça que j'ai pas peur de dire que je ne sais pas ou de me sentir ignorant. Et c'est pour ça que je peux faire les films sur Benjamin, parce que ça ne m'insulte pas de ne pas comprendre. Je ne me sens pas humilié. Je dirais que c'est un état des bêtises généralisées dans lesquelles je patauge, avec des moments dans lesquels des idées qui sortent, c'est merveilleux. Il me semble que ne pas comprendre ce qui arrive est tout à fait la normale et la moyenne. Ça ne me rend pas fou de ne pas comprendre. Et puis je lis et je relis. Et puis je croyais avoir compris. Hein.
Et je n'avais pas compris. J'ai dû tout relire. Et surtout, me référer à beaucoup de gens qui l'ont lu et qui l'ont compris mieux que moi, qui m'expliquent. Mais tout ce processus a été absolument merveilleux. Il y a une femme qui fait des documentaires, Sophie Bisonnette, elle a beaucoup d'expérience. Je me rappelle qu'elle avait dit qu'on ne peut pas faire un documentaire à moins de 2 ans. C'est le minimum. Et puis elle a raison, parce que la première année, on croit savoir. Alors il faut passer à travers tout, à se libérer de toutes ces idées reçues, tout ce qu'on croit savoir, ou qu'on a mal digéré, ou que c'est le produit des préjugés ou des mauvaises idées. Et puis moi je trouve que une bonne longueur pour réaliser un documentaire, c'est 4 ans. Pour moi, c'est bien. 1 an, j'y crois pas. Bon, on peut gagner sa vie en faisant des trucs comme ça. Tout ne doit pas être important et transcendantal. Mais pour faire quelque chose qui est solide et qui fait réfléchir les gens, non pas leur dire quoi réfléchir, mais qui fait réfléchir. Je pense que 4 ans, dans mon expérience, je ne suis pas un petit vite. Alors, et moi, ça me prend 7 mois pour faire le montage d'un film. Mais l'écriture m'intéresse. Ça, c'est sûr. Ça me passionne. J'adore l'écriture. Et le cinéma, paradoxalement, c'est un métier d'écriture. Parce qu'il faut passer par écrire un texte avant qu'on vous donne l'argent. Personne n'arrive chez un producteur et j'ai une belle idée pour un bon film, ça va être bon, donne-moi l'argent. Non. Il faut avoir écrit. Heureusement que j'aime ça. Et j'aime surtout lire. Vous allez trouver drôle, mais j'ai jamais lu l'Iliade. Je l'avais jamais lu. Et je commençais à la lire. Ouh là 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 là, c'est fantastique. Et c'est Simone Weil qui avait écrit un essai magnifique sur l'Iliade, qui m'a montré comment l'Occident est fondé sur la violence masculine. Mais elle le dit d'une façon extraordinaire. Et là, wow, c'est très puissant, très très puissant. Toute cette gloire des sacrifices, et puis de la guerre, et des héros. Et j'adore les films américains. Je vois tous les films américains, des super-héros. Ils sont tous mauvais, mais je les vois tous. Je n'ai jamais assez, je cherche toujours un bon, et puis ils sont peu. Mais c'est comme un vice. Ça sublime le besoin de violence et de rage de voir tous ces films. C'est toujours à propos de la vengeance et de la destruction et de détruire le méchant. Je m'aperçois que je ne suis pas content de l'avoir besoin, mais c'est la vérité, c'est que j'ai besoin de voir ce film. Mais je lis, c'est surtout je lis. Je préfère lire vraiment que d'aller voir. Je suis assez ignorant du cinéma auteur. Je pense qu'en partie par jalousie, parce que c'est encombrant, parce que le cinéma entre par la peau et c'est facile de copier. Et c'est souvent que ça ne m'intéresse pas aussi. Non. Mais là, comme là, je suis en train de lire Joseph Brodsky, et l'Iliade, et puis ce type qui est absolument merveilleux, Philippe Jacotet. Magnifique, poète, traducteur, essayiste. Je suis complet. Non, c'est... Je me rappelle que quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de bon cinéma en Hollande parce qu'il n'y a pas de montagnes. Et les gens ne se posent pas la question qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. J'ai trouvé ça une belle idée. C'est ça qui est fantastique avec les montagnes. Mais moi je viens de la mer, je viens de la côte.
Et mon paysage, moi, c'est les dunes. Ce que j'ai aimé le plus, c'est de voyager dans les montagnes péruviennes, en train de filmer, en voyageant dans les camions chaotiques, dans les routes pas possibles, et là où sur les routes qui ne sont pas asphaltées, et en rencontrant des gens et des lieux fabuleux. Et pour moi, c'est cette esthétique qui n'est pas celle du fini, qui n'est pas bourgeoise, qui n'est pas du neuf, qui n'est pas de chromé, la pelouse coupée, tout ça. C'est l'esthétique que j'aime. Et quand il arrive la neige, et tout se couvre d'incertitude ici, parce que tout est gommé un peu, toute cette réussite de la société occidentale sont un peu couverts, c'est un peu boueux, et on marche un peu comme dans les montagnes au Pérou, et c'est toujours très content de l'hiver. C'est pas que j'aime le froid, mais j'aime l'état dans lequel l'hiver me met. Et c'est ça que je trouve le plus beau de Québec d'ailleurs. Et je suis tout à fait d'accord avec le poète qui dit « Mon pays c'est l'hiver ». J'aime cet état dans lequel on est plus intérieur. Et puis la pelouse tendue me déprime profondément, vraiment. Et je vois la pelouse parfaite comme ça, la manucure de la pelouse me rend malade. Je veux mettre le feu, je sais pas, je veux la couvrir de neige. Qui l'aurait cru? Les neiges de l'Arctique ne sont plus éternelles et les Inuits, une des cultures les plus inventives de la planète, risquent aussi de disparaître. Ici, au recommencement du monde, on retrouve les Amériques, l'Arctique et son miroir. J'habitais ici au Québec depuis 7 ans. Avant la première fois que je suis allé à l'Arctique, quand je suis arrivé là, je dis « I'm home ». Je suis chez moi. J'avais trouvé le morceau du Pérou ici au Canada. Ah, j'étais content. J'avais renoué avec la grande famille amérindienne de toutes les Amériques, qui est le point en commun, qui est la base de tout. Annie la Bavarde, une fiction réalisée en 2000 avec des Inuits. Ma vraie mère était noire. C'est elle qui m'a nourri, aimé, bercé, qui m'a touché, qui m'a gardé la chaleur. Et moi j'aimais beaucoup ma mère aussi, hein. L'autre, la première, la biologique. Mais on était autour de 14 personnes dans la maison, et 9 étaient des servants. Et ces servants n'étaient pas blancs. Et ces servants étaient amérindiens, étaient noirs, étaient métis. Et c'était très intéressant. C'était très vivant. À la table de la famille, quand on avait un mauvais comportement, on nous disait « Tu es puni, tu vas à la cuisine ».
C'était beaucoup plus agréable. Et j'étais éclaboussé par la honte de voir que mon clan était raciste et qui se sentait supérieur à tous ces gens avec qui on vivait, juste par la couleur de la peau, et juste parce qu'ils avaient une autre culture. Ils faisaient des remarques désobligeantes et insultantes, en toute bonne volonté. Et pas seulement mes parents, mes tantes, mes cousins, et tout, absolument tout le monde. Non mais attends, on les aime, on est avec eux, ils ont des histoires merveilleuses, ils ont des expériences de vie, ils ont des points de vue sur la nature, les animaux, sur l'histoire, sur la philosophie, sur Dieu. C'était quand même riche. Il n'y avait pas de quoi cracher sur eux. J'en suis jamais revenu. Je pense que franchement, j'en reviendrai jamais de ça. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Hein. On est beaucoup en Amérique latine dans cette condition des bourgeois blancs et tout ça, nés dans un certain confort et qui se rendent compte que non, mais écoute, c'est pas possible, cette affaire-là, c'est ridicule. D'ailleurs, c'est pas le fun, c'est plate, c'est pas intéressant, c'est pas intellectuellement stimulant. Du fait que dans une société comme la mienne au Pérou, être blanc est très inconfortable parce qu'on vous met toujours dans une position là où vous ne voulez pas être. Puisque c'est un pays profondément raciste, on vous prend comme quelqu'un de meilleur toujours. Si on est bourgeois, homme et blanc, on est automatiquement meilleur. C'est horrible, c'est insupportable. Alors soit on s'habitue, ou on s'en va. Alors je suis ici. Americano. Le mythe de Sisyphe raconte l'histoire d'un homme condamné par les dieux à faire rouler une pierre jusqu'en haut d'une colline. Éternellement. À chaque fois qu'il est près du sommet, les forces lui manquent, le rocher roule jusqu'en bas et Sisyphe doit tout recommencer. Ces escaliers, construits pour aider les gens qui habitent les bidonvilles dans les dunes de Lima, sont l'image d'un éternel recommencement, du travail en vain. Je suis parti du Pérou le jour où j'ai compris que je n'avais pas la force de lutter pour un pays où il reste tant à faire. C'est mon déchirement. Heureusement qu'il y a la famille et la fête. Hola soledad, no me extraña tu presencia, que si siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, que si encuentro su hogar. Oye bien, escúchame lo que te digo. Hola soledad, esta noche te esperaba. Quand je suis allé étudier le cinéma en Belgique, quand je suis retourné, il y avait un gouvernement socialiste militaire de Velasco Alvarado qui a pris la terre de l'oligarchie péruvienne, une vingtaine de familles qui avaient subjugué et exploité le pays pendant 500 années.
Ils ont pris les terres et ils ont donné aux gens qui l'ont travaillé. Alors je suis allé me présenter comme cinéaste pour voir si ça n'avait besoin d'un cinéaste. Ils m'ont dit oui. Alors pendant 2 ans, j'ai voyagé surtout dans les montagnes en faisant des films sur la réforme agraire, sur plein de choses. Et les contradictions étaient quand même un peu trop grandes avec le milieu là où j'ai habité. Alors j'ai décidé d'aller au bidonville, vivre avec une famille de paysans andins. Nous avons construit 2 chambres en adobe, qui est en terre cuite. Et on a vécu là. Très bien d'ailleurs, très tranquille. C'était des gens d'une grande gentillesse et d'une grande élégance, même si c'était extrêmement pauvre. Moi, j'avais les cheveux très longs et j'étais hippie. Donc. Puis je me rappelle qu'un jour, un type m'a crié de l'autre côté du trottoir « Hey, riche, pauvre !» Ça, j'avais trouvé ça génial. Parce que j'étais blanc, donc je devais être riche. Et ma famille était. Mais j'étais habillé comme un hippie, avec les cheveux longs et tous les pantalons tout rapiécés. Alors j'étais un riche pauvre. C'était génial. Juste en Amazonie péruvienne, je viens de terminer et préparer un documentaire qui s'appelle Peuple invisible, en espagnol, Pueblos invisibles, parce qu'il y a 60 nations avec leur culture, leurs dieux, leur philosophie, en Amazonie, qui habitent là depuis 10 000 ans et qui savent très bien gérer et vivre et leur technologie et leur savoir-faire de l'Amazonie. L'administration de l'Amazonie est impeccable, sans détruire, empoisonner tout. 60. Et là, je suis en contact avec tout un groupe de jeunes qui sont activistas digitales, des activistes numériques. C'est des jeunes des cultures autochtones de partout en Amérique latine qui défendent leur langue, et qui travaillent tout par la radio, tout par Facebook et tout. Et là, je reçois un de ces communiqués qui dit qu'il parle Wayu Chai, qui est la langue indigène la plus répandue en Colombie. Eh bien, j'avais jamais entendu parler de cette langue-là. C'est quand même extraordinaire. Et c'est pas une petite langue obscure du fond, non. C'est la langue la plus répandue indigène de la Colombie, qui est un immense pays. Et moi, je ne savais pas. Ce que vous allez voir ce soir se passa au Pérou en 1808. Chimarrones, réalisé en 1982. Seulement 25 ans après que Colomb découvrit l'Amérique, une des plus grandes migrations forcées de l'histoire commença. Il a été estimé qu'à partir de 1570, plus de 9,5 millions d'Africains ont été arrachés de leurs terres et vendus en tant qu'esclaves. Ils n'ont pas seulement été amenés en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique centrale, aux Caraïbes, au Venezuela, au Brésil, en Argentine, au Chili et au Pérou. Un des plus grands poètes des derniers temps s'appelle José Watanabe, qui est né dans une hacienda désertique
des familles japonaises dont le père était esclave dans une hacienda et qui viennent des dunes. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'importance de la culture africaine dans la culture péruvienne. Le film que j'ai fait, Cimarrones, l'idée m'a été donnée par un copain qui est devenu un des grands poètes de la Hora Cero, qui est un grand mouvement de poésie péruvien, qui a influencé après Bolaño. Et bon, il était de ma génération et c'est lui qui m'a parlé. J'ai une idée pour un film et nous avons écrit le petit scénario ensemble. Ces Africains étaient transportés au Pérou, où ils travaillaient comme esclaves dans des fermes. Certains se sont rebellés et furent tués. Très peu réussirent à s'échapper et à vivre libres sur cette terre inconnue. On les appelait cimarrones. C'est comme irréel, parler de ça c'est comme irréel ici. J'ai jamais su parler du Pérou ici. Les gens ne savent, ils louchent, ils ne savent pas de quoi je parle. C'est comme si je parlais dans une langue qui dit c'est comme si je parlais comme ça. Ça ne veut rien dire. Parce qu'ici c'est très eurocentrique. Les gens, tout est porté vers l'Europe ou vers les États-Unis, de force. Mais ça m'enrage de voir l'ignorance extraordinaire qu'on cultive ici vis-à-vis de l'Amérique latine. On sait rien, c'est pas sexy, on s'intéresse pas. C'est pourtant, ça fait partie des Amériques. Ici, il y a un grand déni, un grand silence, un immense problème des Québécois blancs, pure laine, qui ont tellement mis d'efforts pour protéger, pour faire grandir leur identité, et à la protéger surtout, qu'à force de la protéger, elle est molle, elle ne supporte pas celle des autres, elle ne supporte pas assez celle des autres. Et en particulier, douloureusement, le déni des autochtones de cette belle Provence. Ça m'a pris très longtemps à pouvoir le dire aussi clairement, parce que j'ai toujours donné le bénéfice du doute, parce que la plupart des gens que je connais ici ne sont pas des racistes actifs. J'hésite à les appeler racistes, ils ne sont pas racistes. Mais le résultat de ce déni, de cette absence d'amour, de curiosité, de volonté de dialogue, finit par avoir des effets toxiques, radioactifs du racisme. Et c'est très douloureux. C'est très douloureux. Et ça continue, et ça continue, et ça s'améliore, oui, évidemment, parce qu'il faudrait vivre en Mars pour ne pas s'apercevoir. C'est très difficile pour moi de parler avec un Québécois blanc sous les autochtones. Il y a une gêne, une ignorance. L'autre jour, j'étais ici, assis avec quelqu'un qui travaille dans une librairie et qui est un Québécois, un intellectuel, qui connaît Hannah Arendt, Walter Benjamin, Goethe et tous les kids. Et je dis, mais quand même, c'est dommage que les Québécois, les Blancs, les pure laine, ne sachent pas mieux ou plus sur les Amérindiens. Et là, il me répond, mais je ne saurais pas par où commencer. Là, les bras m'ont tombé, là. Quelqu'un qui lit Hannah Arendt, qui ne sait pas par où commencer. Alors, je lui ai montré cette pile-là. Cette pile-là, c'est quelques œuvres sous les Inuits. Faites ici. Publié ici. Plein d'informations. Il ne saurait pas par où commencer. Non, c'est un déni
Ça relève de la psychanalyse de toute une nation qui est la nation québécoise blanche francophone. C'est pas possible. Moi, je sais quand un Québécois pur laine n'est pas d'accord avec moi. Il ne répond pas. C'est le silence. En même temps, ça rend le quotidien confortable et agréable. Ça évite la confrontation et je dois vous dire que je préfère de loin cette paix horrible, comme disait Ouadji, que la guerre et la violence que je trouve dans les pays du Sud. Non? Vous sentiez lumineux le mouvement fasciste de gauche, maoïste, polpotiste. Pendant 10 ans, a tenu le pays à genoux et il y a eu 70 000 morts pris entre l'armée et les terroristes, parce qu'ils sont devenus terroristes. Ici, ça ne serait pas possible. C'est ça qui est merveilleux d'élever des enfants ici. C'est tranquille. C'est confortable. J'assume mon opportunisme complètement. C'est pas Jojo non plus. Mais franchement, je suis très content de vivre ici, malgré tout. Là, après avoir vécu partout, là, si je devais quitter ici, ce serait vraiment horrible. J'ai vécu en Europe, triste, chaque jour, intéressant et triste. J'ai vécu au Pérou, c'est impossible. Sexiste, machiste, raciste. J'ai vécu aux États-Unis, ils sont tous fous, c'est pas possible. Alors franchement, là, ici, ça va très très bien. Non, là, ça suffit. Americano. Le doute revient. Vivre ou ne pas vivre au Pérou. Revenir de l'exil pour faire face aux défis, comme tant d'autres le font. Pour clarifier mes idées, je fais appel à un expert, un liseur de bonne aventure. Caballero, on voit clairement que ton destin est celui de l'exilé. Accepte-le. Avoir des regrets, c'est comme un chien qui mord une pierre. Ça ne donne rien. Je sais ce qui t'arrive. Tu aimes vivre à l'occidental, dans un pays riche, où tout est bien propre et rangé dans des petites boîtes. Mais la nuit, tu rêves au pays que tu as quitté. J'ai un petit conseil à te donner. Contente-toi de ton destin de vagabond, de tout ce qu'il te donne à vivre, et reprends la route. Moi, je pense que cette mode de cracher sur tout ce qui est spirituel, j'ai aucun respect pour les gens qui crachent sur les gens qui ont la foi. Pour les sceptiques et pour tous ces gens qui se sentent supérieurs à ceux qui croient, j'ai aucun respect pour eux. Vraiment, je trouve que devant l'existence, pourquoi ne pas réagir comme « Wow, tabarouette, c'est quand même quelque chose cette affaire-là ». Alors, les poètes l'appellent poésie, les scientifiques l'appellent science, les philosophes philosophie,
non? On réagit de façon différente. Et puis, il faut se dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se rencontrefoutent, qui n'ont pas aucun wow, que la seule chose qu'ils veulent, c'est juste de vivre, gagner, de travailler, tout ça. Et puis, ok, qu'ils le fassent. Et moi, je dis wow. Moi, je dis wow. Je dis que tabarouette, regarde tout ça, comment. C'est ça que j'appelle spiritualité. Parce que spiritualité ne veut pas dire croyance, n'est-ce pas? Ne veut pas dire foi judaïque ou arabe ou chrétien. Spiritualité ne veut pas dire ça. Les gens confondent spiritualité avec religion. D'ailleurs, quand j'ai fait les films sur le yoga ici au Québec, qui sont dans une espèce de ressac invraisemblable contre tous les excès de la religion catholique, avec raison d'ailleurs, c'était frappant à quel point beaucoup de gens ont réagi avec dégoût, juste au nom du yoga, parce que ça fait secte, parce que ça fait lavage de cerveau, parce que ça fait religieux, et ils n'acceptent même pas le mot spirituel. C'était très fort, hein? Très fort. Spiritualité, la wash, c'était comme ça, trop souvent. C'est triste, c'est trop facile. Qu'est-ce qu'on va faire avec Michel-Ange, avec Bach, avec Mozart, avec tout ce que la religion tout ce qui a inspiré? On ne peut pas cracher sur sa propre soupe. C'est pas possible. L'autre jour, je suis allé, il y a un groupe de femmes ici qui fait la chanson, la polyphonie du Moyen-Âge et tout ça. Ça s'appelle Scholastica, ils sont extraordinaires. Ils choisissent les églises parce que l'acoustique est absolument merveilleuse. Et là, on comprend que tout ça, c'était pour prier à leur Dieu. C'est tellement beau. Est-ce qu'on va nier ce plaisir, cette créativité?